Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre sur RAL24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. L'histoire du monde a été marquée par des avancées considérables, nommées pour la plupart révolutions. Révolution industrielle, technologique, scientifique, c'est un fait. L'humain a avancé ou évolué. Mais pour cette percée mémorable de l'histoire humaine, c'est l'humanité qui a été abandonnée. Ces révolutions technologiques et techniques ont dans le même moment été la justification pour la domination sous toutes ses formes. C'est par la traite d'êtres humains et la colonisation que cette domination s'est exprimée dans une expression sauvage et barbare. Et pourtant, l'histoire racontée dans les livres et la mémoire collective des dominants, c'est au nom de la civilisation que ces épurations ethniques, ces déportations, ces massacres ont été commis. La barbarie est la réponse du monde civilisé à la résistance des peuples. L'histoire du Nord et du Sud globalisés, de l'Afrique à l'Asie, allant vers l'Amérique du Sud et passant par les archipels, se veut comme une pièce de théâtre qui se joue en deux actes. Dans un premier temps, c'est les dominants qui ont dansé sur les cadavres des peuples de ces régions. Et dans un deuxième temps, les peuples colonisés, animés par leur patriotisme et leur souverainisme, arrachent leurs indépendances et encore une fois, payent le tribut du sang. Et dès lors, pour ces peuples commence une nouvelle ère, la lutte contre le néocolonialisme et l'impérialisme sous toutes ses formes. Cela dit, certaines puissances coloniales, à l'instar de la Grande-Bretagne et de la France, ont gardé certains territoires non autonomes sous leur domination avec l'argument belliqueux du référendum. Et c'est justement sur un de ces territoires ou une de ces terres que nous allons nous pencher ce soir pour tenter de comprendre la revendication de son peuple, son histoire et sa lutte, mais aussi les intérêts de la puissance coloniale qui refuse l'évidence. La grande histoire n'aime pas le mensonge. Madame, Monsieur, rebonsoir et merci de nous rejoindre. Et ce soir, c'est à la question Nouvelle-Calédonie, Kanaki, un processus de décolonisation oubliée que nous allons nous pencher ou que nous allons tenter de répondre. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné sur mon plateau de Tariq Hafid, journaliste qui est ici. Bonsoir Tariq, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aurai également le plaisir d'être accompagné d'un habitué de Cap sur l'Afrique et d'Al24 News, Gamel Abdina. Bonsoir, merci de nous rejoindre encore sur ce plateau. Merci. Je serai également rejoint de Claudie Siard, journaliste et ancien délégué ministériel. Bonsoir Monsieur Claudie Siard, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Je commence avec vous, Monsieur Claudie Siard, et avant de revenir justement sur cette actualité brûlante en Nouvelle-Calédonie, pour comprendre les manifestations qui ont secoué le pays il y a quelques jours à peine, il me semble qu'un point historique ou plusieurs points historiques s'imposent à nous. Je commence donc avec vous. La Nouvelle-Calédonie est une terre qui a été spoliée, qui a été accaparée, dont les richesses sont aujourd'hui en main de dominants. Mais est-ce que vous pouvez, en un laps de temps ou en quelques minutes, nous résumer l'histoire de la Nouvelle-Calédonie? L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'histoire de cet esprit de domination qui, depuis des siècles, anime les peuples d'Europe occidentale. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, que j'appellerai très vite dans mon propos Kanaki, mais Nouvelle-Calédonie pour employer le terme colonial, c'est une conquête militaire menée en 1853 sous Napoléon III. Et cette conquête-là, elle ne pouvait se faire que par la violence, les massacres, le braquage, les récalcitrants Kanak ont été tout simplement trucidés par les soldats français, avec toujours cette idée que l'Europe, l'Européen, le blanc est supérieur donc aux autres peuples, et qu'à la fois il y a, puisque vous aviez évoqué dans votre sommaire l'esclavage, la domination d'un peuple sur un autre, il y a toujours cet esprit d'évangélisation et de civilisation. Comment est-ce que nous allons civiliser ces peuples dits sauvages? Et l'Algérie a payé un lourd tribut justement à cela, et j'ai envie de dire tout le Maghreb en général. Et donc vous avez cette prise du territoire, l'indigénat, je passe quelques épisodes, mais vous l'avez compris, la colonisation, de toute façon, la domination d'un peuple sur un autre, c'est un braquage. C'est un braquage, et qu'aucun scrutin, qu'aucun référendum,
ne peuvent venir justifier. Vous savez, c'est comme par exemple, vous avez fait un larcin, un forfait, vous avez braqué une banque, vous avez de l'argent en espèces et vous allez tenter de blanchir tout ça. C'est le blanchiment de votre butin. Et tout ce que l'État français tente de faire avec la Kanaky, à travers des référendums, à travers l'élargissement du corps électoral, ce ne sont en réalité qu'une tentative de blanchiment à la fois de ce butin. Et puis, il y a toujours eu des revendications sur la terre kanak, sur cette terre de Kanaky, pour obtenir sa liberté, avec toujours et de façon sporadique l'armée coloniale, l'État colonial, qui n'a pas hésité à tuer, et malheureusement les Français de France, de l'Hexagone, de métropole, pour employer là encore un terme colonial, ne savaient pas, on ne leur a rien dit, et jusqu'aux années 80, avec quand même, je voudrais m'arrêter au début du XXe siècle, comme bon nombre de peuples sous la domination coloniale française, des femmes, des hommes et des enfants ont été exposés dans des zoos humains. Et les Kanaks n'ont pas échappé à ce crime, à cette déshumanisation, d'être exposés comme des animaux dans des zoos humains pour que les Parisiens, les Français puissent venir voir ces sauvages du bout du monde que la France tente de civiliser. Et puis il y a les revendications extrêmement violentes des années 70 et des années 80. Et je voudrais que l'on rende hommage à cet homme-là. Cet homme s'appelle Éloi Machoro. Et Éloi Machoro a été assassiné par l'État français. C'est un assassinat d'État. Et je n'oublierai jamais, au moment où les Caldoches, donc les descendants des colons, et les colons encore aujourd'hui, lorsqu'ils apprennent qu'Éloi Machoro a été neutralisé, j'emploie le terme militaire à dessein, mais c'est un assassinat, tous les Caldoches applaudissent. Et j'ai eu une image, moi je suis un féru d'images, c'est mon métier de journaliste, et un féru d'histoire également, et lorsque je vois ce qui se passe encore aujourd'hui en 2024, dans la communication autour des revendications légitimes des Kanaks pour récupérer leur terre ancestrale, j'ai cette image de l'Algérie avant la décolonisation. C'est-à-dire, vous avez cette image de colons qui s'expriment, vous avez ces images d'actualité qui vous montrent qu'il faut protéger les biens et les personnes étant les colons, les pieds noirs, et les autres, le peuple autochtone, sont relégués au second rang. C'est ce que nous voyons en 2024 aujourd'hui. Voilà, je voulais faire un rapide tour d'horizon. Et vous avez très bien fait, parce qu'on va revenir beaucoup sur ces points justement du fait qu'aujourd'hui la déshumanisation dont sont victimes encore des peuples aujourd'hui au Sahara occidental, en Palestine ou dans d'autres territoires non autonomes. Mais avant, on va continuer sur notre point historique. Gamel, je viens vers vous. La Nouvelle-Calédonie, ou la Kanaky, qu'on vient de le rappeler, M. Claude Issiard, est une colonie de peuplement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça a été un laboratoire de guerre et un laboratoire d'expérience pour le colonisateur français? Je rappelle que ça a été une terre de bagne. Des Algériens, des millions d'Algériens ont été déportés dans cette terre lointaine, dans la mémoire collective algérienne et dans la mémoire collective d'autres colonies françaises. C'est resté, c'est une blessure qui est restée. Tout à fait. Jean-Marie Tjibaou se réclamait d'une origine algérienne. Donc on sait très bien que c'est un territoire qui est évidemment colonisé, même l'ONU le reconnaît. On sait que c'est un territoire qui a près de 16 000 km de Paris, donc la proximité géographique n'existe pas. Et il faut rappeler, ça a été dit par Claudie, d'abord plusieurs choses. Le zoo humain, c'est bien d'en parler, parce que Pascal Blanchard le dit très bien. Par exemple, un champion du monde de la Coupe du Monde, Monsieur Carambeu, avait un aïeul à lui qui était exposé comme une bête dans un zoo. Donc la déshumanisation dont vous parlez, effectivement, est active à ce moment-là. Et il faut se rappeler aussi que la Nouvelle-Calédonie, c'est une terre qui a d'abord été colonisée par les Anglais, pas les Français. Enfin, colonisée, contrôlée, pas colonisée, je veux dire. Et quand les Anglais arrivent, ils vont baptiser cette terre du nom, donc c'est très anglais de dire New York, New Orleans, tout ça. Eh bien, c'est une Nouvelle-Calédonie qui fait référence à l'Écosse, parce que le type qui est arrivé a eu le sentiment que ça ressemblait un peu à l'Écosse. Et les Anglais vont quitter pour que les Français par la suite arrivent, ça a été dit par Claudie, quasiment 23 ans après la conquête de l'Algérie. Donc ça a commencé par des massacres de masse, ça a commencé par on les a infectés, on leur a fait vraiment toutes sortes de méthodes pour éradiquer des peuples. Il y a eu quasiment d'extermination quasiment tous les villages. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire
très loin de la France, qui continuent à lutter pour son indépendance, qui continuent à se battre parce qu'ils ont une spécificité. Donc on va revenir sur le détail après, mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la France, qui continue à utiliser les mêmes méthodes qu'en Algérie, déshumaniser, attention, on protège les biens des Occidentaux, ils applaudissent les mains dès que l'armée arrive, les Kanaks, eux, sont réduits à l'état de bêtes sauvages, parce qu'on les caractérise comme étant des gens dangereux, qui brûlent le bien, qui ne sont pas qui sont pas légaux en l'occurrence, simplement parce qu'ils réclament le retour à leur souveraineté nationale, parce qu'il y a un ferment national dans leur esprit, et le FLN-KS, d'ailleurs, c'est intéressant de le rappeler, FLN, c'est pas un hasard, KS pour Kanak les socialistes, et bien tout ça, c'est un rapport avec l'Algérie. Vous avez fait référence aux Algériens déportés en 1870 en Nouvelle-Calédonie. Ça a clairement créé une base humaine, une sorte de communauté de destin de ce malheureux peuple kanak qui, aujourd'hui, 40 ans après Ouvéa, continue à batailler, et puis le peuple algérien qui a quand même retrouvé son indépendance. Justement, sur ce point des peuples colonisés par la France, qu'on va rester avec vous, Tariq Hafid, je sais que comparaison n'est pas toujours raison, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut formellement comparer la situation de l'Indochine, de l'Algérie sous domination coloniale, ou encore la domination du peuple palestinien par l'entité sioniste, ou encore la domination que subit le peuple sahraoui par le royaume du Maroc? Est-ce que finalement, tous les colons ou tous les dominants se ressemblent dans le fait historique? C'est une évidence. Moi, je travaille beaucoup sur la question du Sahara occidental et quand on va dire les événements tragiques qui ont lieu actuellement en Nouvelle-Calédonie se sont produits dernièrement, il y a eu ce déclic en moi. Je le reconnais, c'est-à-dire que c'est absurde, mais et je suis revenu donc sur cette liste des pays, des territoires non autonomes. Et quand on voit la liste et on voit justement les États qui les colonisent, donc il y a 17 territoires non autonomes, 10 donc colonisés par les Britanniques, 2 par la France et, il me semble, 3 par les États-Unis. Il ne faut pas oublier, ce sont 3 États qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Et c'est ça qui est terrible en réalité. C'est-à-dire que quand on prend par exemple la question du Sahara occidental, qui passe chaque année devant ces États, il est impossible que l'on trouve une solution à la question du Sahara occidental. C'est pas possible, c'est-à-dire que c'est vraiment logique. Pareil, idem pour la Palestine. Jamais ces États ne reconnaîtront un État palestinien puisqu'ils sont eux-mêmes dans la même situation qu'Israël ou le Maroc. Donc il faut quand même arrêter maintenant de se mentir et aller vers des choses essentielles. Ce qui se passe en plus avec la question du Sahara occidental est lié directement à la France. Et dernièrement, il y a quelques semaines, l'ambassadeur de France au Maroc a reconnu que différents points, et notamment que le projet, on va dire, d'autonomie au Sahara occidental, le projet marocain, a été élaboré par les Français. Tout le monde, les gens qui suivent ce dossier le savaient, ça a été confirmé par un diplomate, un haut diplomate français. Et on voit que c'est lié à un peu... c'est à peu près le même format, c'est-à-dire ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et ce qui se passe au Sahara occidental. Il y a des ressources naturelles, il y a des colons, il y a un référendum et il y a un collège électoral que l'on essaie de trafiquer pour garder le contrôle. Donc, nous sommes réellement, je pense que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, en tout cas pour les Maghrébins, je ne parle pas des Algériens, je ne parle pas des Sahraouis, je parle du Maghreb en général, parce que la question du Sahara occidental concerne tout le Maghreb et le Sahel. Nous devons suivre. Oui, l'Afrique d'une façon générale. Nous devons suivre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie parce que c'est très important. Nos histoires sont liées de par la déportation, mais aussi de par cette histoire avec le rapport à la domination coloniale ou néocoloniale. Je viens vers vous, Monsieur Claudie Sillard, justement. Selon la presse occidentale, après 3 décennies de paix, si toutefois je peux me permettre d'utiliser le mot paix, parce qu'on sait très bien que les Kanakis n'ont jamais arrêté de revendiquer leur indépendance et d'avoir des revendications. Il y a eu le référendum de 2021 dans lequel les Kanaks ont été mis de côté. Est-ce que finalement, aujourd'hui, avec les dernières émeutes sur lesquelles on va revenir, le passé colonial, pas néocolonial, mais le passé colonial rattrape la France ? Oh, il le rattrape de toute évidence. Gamal et Tarek ont dit des choses essentielles sur, en réalité, ce qu'est ce
monde et ce qu'incarne la France dans cette communauté dite internationale. Pour moi, la communauté internationale n'existe pas, c'est la communauté occidentale. Et ce sont des pays qui se protègent. Ce n'est pas le sujet, mais on pourrait revenir sur ce qui se joue en Palestine et ce qui se joue en Ukraine. On voit que dans les deux cas, eh bien, les pays occidentaux soutiennent leurs alliés. Ils soutiennent l'Ukraine d'un côté et ils soutiennent la Palestine de l'autre, alors que ce sont deux situations totalement différentes. Et puis vous disiez très justement, comparaison n'est pas raison, mais occulter la réalité ne serait pas acceptable. Il y a là, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en préambule dans mon propos, je vous disais que aucun scrutin, en réalité, aucune élection, pour tenter de blanchir une situation, eh bien, ne peut être acceptée. On voit bien là, lorsque vous avez depuis tant de temps mis en minorité numérique le peuple autochtone, c'est-à-dire que vous le poussez donc à être en minorité au moment de l'élection. Lorsque vous dites vouloir élargir le collège, le corps électoral, eh bien, vous dites tout simplement, sans l'avouer, mais celles et ceux qui suivent tout ça, qui sont engagés dans ce combat-là pour la décolonisation, comprennent très bien qu'il faut arriver à un point où on va légitimer le crime colonial par un vote démocratique. Vous savez, on entend même Benyamin Netanyahou ou ses alliés, même en France, certains responsables politiques dire « Ah, mais Israël est un pays démocratique », comme si un pays démocratique ne pouvait pas commettre les pires crimes. Enfin, on va pas revenir sur ce que sont les États-Unis. Et il y a une volonté réelle dans l'exécutif français aujourd'hui de tuer toute velléité indépendantiste dans les territoires d'outre-mer. Et lorsque j'étais délégué interministériel pour l'égalité des chances, justement, des Français d'outre-mer, j'avais signifié dans mon dernier rapport en mars 2012, j'avais signifié que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Aujourd'hui en Guadeloupe, puisque je suis un afro-caribéen de la Guadeloupe, aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique également, eh bien, l'État français favorise la venue de Français de France, entendez par là de Français européens ethniquement parlant, pour qu'ils viennent justement venir tuer les velléités d'une jeunesse aujourd'hui qui se soulève et qui souhaite obtenir son indépendance. Personne ne comprend, et dans l'établissement français, qu'il soit d'extrême droite surtout, mais alors même dans le parti au pouvoir aujourd'hui, la majorité présidentielle, personne ne comprend qu'il y a une détermination totalement différente d'ailleurs, qui va s'exprimer autrement, et ils ne s'en rendent pas compte, une détermination chez les Kanaks de ne pas accepter que la colonisation continue. Alors, et je vais en terminer là, je faisais un parallèle tout à l'heure avec l'Algérie. J'aurais beaucoup aimé que le président français Emmanuel Macron arrive en Kanaki, arrive à Nouméa et dise à celles et ceux venus l'accueillir, les Caldoches, je vous ai compris. Je vous ai compris. Parce que cela voudrait dire que 4 ans plus tard, au moins, comme en Algérie, eh bien, l'indépendance serait quelque chose d'accepté par tous. Alors, il y a une question que je trouve légitime. Vous avez des femmes et des hommes, Caldoches, dont la terre aujourd'hui est cette terre kanak, et ces gens vous disent, mais moi je suis d'ici. Et oui, c'est vrai, on est le fruit de la terre qui nous voit naître et qui nous voit grandir. Sauf que, malheureusement pour eux, cette terre-là appartient aux Kanaks. Et ce sont les Kanaks qui décideront de l'avenir de ce territoire. Et je pense que les Kanaks n'ont aucune velléité de chasser de ce territoire les Caldoches, si tant est qu'ils mettent un terme à leur vision coloniale du territoire et à leur envie, on les appelle les loyalistes, de présider aux destinées de ce territoire-là et de continuer à considérer les Kanaks comme étant des citoyens de seconde zone, parce que je voudrais juste terminer en disant, il ne faut jamais oublier, même s'il y a eu le droit de vote en 1946, il y avait un petit peu moins de 300 notables Kanaks qui avaient le droit de voter, des notables qui étaient finalement très proches de l'administration coloniale. Il a fallu attendre 1951, si ma mémoire ne me fait pas défaut, pour que tous les Kanaks puissent voter. Et tous les Kanaks n'avaient malheureusement pas la possibilité de voter.
Très bien, je viens vers vous, Tariq Hafed, à la lumière de ce que vient de nous dire Claude Issiard. On a compris clairement qu'il est question aujourd'hui de marginaliser le peuple autochtone en Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence le peuple kanaki. Est-ce qu'aujourd'hui on peut, là aussi je fais une comparaison peut-être, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que l'administration française, l'administration coloniale a mis en place un système d'apartheid entre les colons venus peupler la Nouvelle-Calédonie et ceux à qui cette terre appartient? C'est évident, et puis ça s'est fait déjà dès 1853. C'est ancré, je pense même dans la culture coloniale dans cette partie de la planète. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je pense que les Kanaks qui naissent savent qu'ils partent moins chanceux que... Je rappelle que les conditions sociales de vie entre les deux sont complètement différentes. Il y a une vraie marginalisation socio-économique, surtout. Au-delà il y a une marginalisation socio-économique flagrante. C'est évident, mais je pense qu'il y a un problème pour l'État français, pour Paris. Il y a d'abord la question économique. Je pense que quand même, la Nouvelle-Calédonie, sur le plan économique, est quand même importante à cause du nickel, à cause des ressources naturelles. Il y a un deuxième élément, je pense qu'il est géostratégique, du fait de la position de la Nouvelle-Calédonie dans tout le système de défense, donc en Océanie, pour tous les pays. C'est un système qui inclut plusieurs pays occidentaux, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour contrer la Chine, pour contrer que ces pays considèrent comme étant une menace. Et il y a aussi un autre problème que M. Claudie a cité, c'est les Caldoches. Je pense que la question de voir revenir un grand nombre de personnes se retrouver comme en 62 face à la problématique pieds noirs, je pense que les Français ont cette hantise et ne pourront pas y faire face. Donc c'est vrai. Est-ce qu'on va passer d'un, je vous ai compris, raté aujourd'hui, à des accords d'Évian dans quelques temps pour essayer de trouver une solution? C'est possible, mais en tout cas, il y a un processus de décolonisation qui s'impose de fait. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est, je vais dire, organisé, mais qui est en train de se faire. Je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites que c'est un processus de décolonisation, mais sauf que dans l'exécutif français ou dans la presse occidentale en général, on a tendance à ignorer ces tensions qui sont persistantes et cette revendication. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même les médias refusent? Il y a la notion de distance qui est importante. Ce qui se passe en France, si par exemple la problématique corse est beaucoup plus importante pour l'État central, pour Paris, que ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, il me semble que même le président Macron aujourd'hui a dit qu'il avait pris conscience de la problématique en arrivant en Nouvelle-Calédonie. Il a appelé à la paix. D'autant plus que le dossier de Nouvelle-Calédonie, si je ne me trompe pas, est géré par Matignon plutôt que par l'Élysée. Et donc, il y a une forme de distance aussi dans la prise en charge de cette problématique. Très bien, je viens vers vous, Gamal Abina. Maintenant, on a essayé de faire un point historique et un point pédagogique. Est-ce qu'on peut revenir avec vous à ces événements qui ont commencé le 13 mai? Qu'est-ce qui s'est passé le 13 mai en Nouvelle-Calédonie pour provoquer la colère du peuple kanaki? Si on veut réduire la problématique à une question électorale, ça raccourcit un peu trop gros. D'abord, effectivement, une des problématiques, c'est les questions économiques, socio-économiques. Les Caldoches sont très bien traités, ils sont riches, ils ont des commerces. Les Kanaks, qui sont donc les vrais habitants de l'île, 41% de la population aujourd'hui, puisqu'ils sont totalement sous contrôle colonial et avec une colonisation de peuplement, il faut le rappeler, eh bien les Kanaks vivent dans des conditions infamantes. Et c'est toujours pareil, c'est un peu comme Germain Tillon en Algérie qui disait qu'on a clochardisé un peuple. C'est un peu le même processus. D'un côté, les Caldoches, les Européens sont bien traités. De l'autre côté, c'est les sous-hommes, en gros. Il y a toujours cette question raciale qui intervient. Donc cet aspect-là a toujours existé depuis 40 ans, depuis la grotte d'Ouvéa, où le traitement a été fait par les voies de la force militaire ou de la force des gendarmes, en l'occurrence. Ensuite, le second aspect, c'est effectivement qu'ils ont pris conscience, après 3 possibilités de référendum, dont le troisième a été d'ailleurs boycotté, que les Kanaks se faisaient avoir. Pourquoi? Parce que comme en Algérie aussi, avec le double collège, ou comme en Afrique du Sud, on reste toujours dans une question raciale, où un homme ne valait pas un autre homme noir par un homme blanc, eh bien, en Nouvelle-Calédonie, on s'est dit, bon, on va être malin, on va pas leur faire
un référendum qui leur soit favorable, on va augmenter, j'ai dit une fois à la télévision, ça a choqué, mais j'utilise le terme à dessein, on va blanchir la population, parce qu'on parle bien de noirs face à des blancs, on va la blanchir, l'européaniser, la mettre en minorité, cette population autochtone, et provoquer des référendums qui diront forcément, oui, on se rattache à la France, puisque ce sont des Français. Et cette question-là est posée avec acuité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si ça a explosé, c'est parce qu'effectivement, les Kanaks, on en marre qu'on se moque d'eux, qui se rendent bien compte qu'ils ont réformé ce fameux... Ils ont voulu faire une réforme sur les accords de 98 où ils ne pouvaient pas voter, les Européens qui arrivaient. Mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas voter. On les a fait venir en masse. Maintenant, ils sont majoritaires et on leur propose de voter. Donc ça veut dire que tous les droits qui étaient déjà confisqués vont être complètement interdits aux Kanaks au profit des Européens. Et donc c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles ils se sont énervés. Mais encore une fois, le processus de colonisation est toujours le même. Il y a la race blanche dominante occidentale. Ça a été dit tout à l'heure par Claudie d'ailleurs, très justement, quand on parle de l'Occident, quand on parle du Conseil de sécurité, quand on parle de ce qu'on appelle, soi-disant, la communauté internationale, c'est 3 pays occidentaux, c'est France, Angleterre, États-Unis, comme par hasard, 2 pays colonialistes et un impérialiste américain. Eh bien, ces questions-là, aujourd'hui, elles reviennent au devant de la scène, et M. Macron qui vient comme une sorte de Gaulle qui essaie de faire ce qu'il peut. En vérité, c'est pas lui qui gère. Ce qui gère, c'est le ministre de l'Intérieur et il gère par les voies de sécurité. Il l'a dit clairement, nous allons ramener la sécurité. Je rappelle, il faut rappeler quand même, c'est important, il y a 5 morts côté Kanak aujourd'hui. Oui. Et c'est ce qu'on dit officiellement. Donc, c'est le début d'une violence qui va être difficile à maîtriser. Et si elle augmente cette violence, il y a fort à parier qu'il y a encore plus de morts qui vont arriver. Et je rappelle qu'il y a eu l'envoi quand même de troupes sécuritaires supplémentaires. Très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dans un petit instant, juste après cette petite page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Et ce soir, on se penche sur cette question qui fait actuellement brûler l'actualité dans l'Hexagone. C'est la question des revendications du peuple kanaki. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de Claudie Sillard et ici sur le plateau de Tarek Hafed et de Gamel Abina. Alors, je résume un peu la première partie de notre émission. On est arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, c'est Matignon qui gère la question de la colonie nouvelle-calédonienne. Donc, c'est la question sécuritaire. Justement, je viens vers vous, Claudie Sillard. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la France a décidé d'envoyer des hommes supplémentaires pour ramener ce qu'elle appelle la paix, mais surtout protéger les immeubles publics? Et finalement, est-ce que la France a pris conscience par cette dernière révolte que le processus référendaire est arrivé à l'impasse? Dans votre présentation, là, à nouveau, vous avez eu ce lapsus de colonie. Vous avez vu, parce que nous comprenons toutes et tous finalement que c'est une colonie et qu'elle est gérée comme une colonie. Lorsque vous envoyez la force publique, vous décrétez l'état d'urgence, vous décrétez sur un territoire dont vous savez qu'il n'est pas le vôtre et que cette insurrection-là, ou en tout cas ce début d'insurrection, doit être tué dans l'œuf parce que vous savez que ce que vous commettez, que la position qui est la vôtre, n'est pas une position naturelle. Je vais faire un parallèle avec les émeutes qu'il y a eu l'année dernière en France après la mort de Naël tué par un policier. L'état d'urgence a également été décrété parce que dans l'esprit de l'exécutif français, les banlieues sont peuplées de gens qui sont certes des citoyens, dit-on, mais qui sont à la périphérie de la francité. Et c'est bien ça le problème. Moi, vous savez, je ne veux pas que les Kanaks finissent comme les aborigènes de Tasmanie, que l'on a exterminés et les survivants ont été déportés en Australie. Je ne veux pas que les Kanaks finissent comme les aborigènes d'Australie, c'est-à-dire parqués surtout du côté de Darwin et qui finalement sont alcoolisés, sont méprisés. Ces gens ne récupéreront jamais leurs terres, tout comme les Néo-Zélandais, tout comme les peuples autochtones des Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud, ils ne récupéreront jamais leurs terres. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas que l'avenir du peuple kanak, mais c'est l'avenir de tous les peuples qui ont été opprimés par les puissances européennes et qui aujourd'hui veulent se libérer. Alors, je voudrais ajouter autre chose. Lorsque vous avez toujours appartenu au camp des dominants, et je parle donc des Européens et des Français en particulier sur la question kanak, vous ne comprenez pas la révolte des opprimés. Vous
Et vous avez tout un vocabulaire pour parler de ce sont des voyous, ce sont des pillards, ce sont des jeunes désœuvrés. Alors, il y a une étude très claire qui dit que les manifestants ont entre 22 ans et 40 ans. Alors, et vous entendez à longueur de journée sur les médias français parler, alors c'est sur une chaîne que je ne vais pas nommer, mais très à droite de l'extrême, qui nous dit des jeunes de 12 ans, jusqu'à des jeunes de 12 ans. Donc, comment stigmatiser encore un petit peu plus, marginaliser encore un petit peu plus, dire que ces gens ne sont pas des gens responsables, qu'ils détruisent des magasins, comme si les magasins avaient à voir avec, pouvaient être comparés, ou des voitures ou je ne sais quoi, avec la vie humaine, avec la dignité humaine. Parce que là, il est question de dignité. Et puis, le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu hommage à toutes les victimes. Il a commencé par les 2 policiers, puis les Kanaks tués. Et il dit très clairement, il dit que 2 Kanaks ont été tués par des balles dans la tête et le jeune Djibril, une balle dans le dos. On sait aujourd'hui que ce sont des Caldoches qui ont tué ces jeunes-là. Très bien, je viens vers vous, Tarek Hafid. Justement, notre invité a parlé de la visite d'Emmanuel Macron et on a dit tout à l'heure à la place d'un je vous ai compris, on ne sait pas ce que le président Macron peut dire. Est-ce que finalement on est en train d'assister à un ajustement colonial comme ça a été fait dans d'autres colonies, notamment en Algérie ou encore en Indochine? Je pense que la question centrale, c'est cette loi. Donc, justement, même cette loi, est-ce que ce n'est pas un ajustement colonial finalement? Oui, mais c'est évident. Je ferai le parallèle tout à l'heure avec le Sahara occidental. Mais bon, c'est juste pour... le président Macron indique qu'il n'est pas question de revenir en arrière. C'est-à-dire que cette loi va passer et que le corps électoral sera élargi. Et donc, évidemment, c'est officialiser la domination à travers la loi, ce qui est terrible. C'est ce qu'ont fait aussi les Marocains, donc, qui occupent le Sahara occidental, en rejetant le recensement effectué par l'Espagne, donc qui était censé, qui avait la responsabilité d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, et qui est parti, donc, laissant la situation dans une situation donc, qui a permis la colonisation de ce territoire par la Mauritanie et le Maroc. Et donc, par la suite, le fait d'accepter l'organisation des référendums donc, par le Maroc et le Front Polisario, le Maroc a tout fait, donc, à travers des manœuvres dilatoires, différentes manœuvres, pour imposer des colons, imposer un nouveau corps électoral, dans le but, justement, d'aller vers remporter ce référendum qui, en réalité, n'a jamais eu lieu. Donc, on utilise la loi, et c'est ce que confirme aujourd'hui le président Macron, utiliser la loi pour justifier l'acte colonial. Et c'est vraiment terrible. C'est-à-dire, c'est renier déjà tous les engagements. Et en plus, c'est, je vais dire, une insulte à toutes les victimes depuis 1853, concernant en tout cas la Nouvelle-Calédonie. Peut-être même dans d'autres colonies. Même aujourd'hui, il y a le dossier mémoriel qui reste... Oui, il y a aussi un autre aspect qui est important. Le pays qui colonise un territoire, dès que ce territoire, en réalité, n'a plus d'intérêt, il va faire en sorte de s'en débarrasser. On assiste un peu à ça, par exemple, à Mayotte. Ce qui est en train de se passer à Mayotte. La situation est devenue tellement compliquée que les Français essaient de se retirer d'une façon ou d'une autre. Et il ne faudrait pas qu'on arrive à ça aussi en Nouvelle-Calédonie. Le jour où il n'y aura plus de ressources, il n'y aura plus d'intérêt, que l'on laisse ce territoire... Ou comme l'a rappelé notre ami Claude Issihar, est-ce qu'il y ait la disparition de tout un peuple et de son histoire et de sa civilisation? Je rappelle que le peuple kanak est aussi un peuple de civilisation et un peuple avec une identité. Gamel, finalement, est-ce qu'on peut revenir très clairement sur quelles sont finalement les revendications du peuple kanak? Est-ce que c'est une revendication identitaire et de réappropriation non seulement de sa terre qui a été spoliée, mais aussi de son identité, de son histoire et de son patrimoine immatériel qui a... Vous l'avez rappelé tous les deux, Tarek et Claudie, qu'il y a eu des expositions humaines en Occident. C'est aberrant.
Alors, il faut savoir que le zoo humain, c'est intéressant parce que c'était expliqué très bien par Blanchard, justement. C'était destiné à dire aux Européens, à la population européenne, qui n'était pas forcément bien lotie non plus, d'aller voir les animaux que nous avons conquis. D'aller voir ces sous-zones. D'ailleurs, le terme animaux, aujourd'hui, est utilisé pour les Palestiniens, je le rappelle, animaux humains. Donc, pour dire, vous voyez, rendez compte, ces sauvages, on est en train de les civiliser, on leur apporte la lumière. Et donc, ils ont fait en sorte que la population française, qui était à cette époque-là pas raciste, apprennent le racisme, apprennent qu'il y a une classification des races. On est après le 19e siècle, le racisme scientifique. Donc ça, c'est les réalités. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord sur Mayotte, par contre, parce que Mayotte, il faut savoir qu'il y a un intérêt stratégique important. C'est une base militaire qui est dans un lagon. C'est pour ça qu'ils ne partent pas. Il n'y a pas de richesse particulière, c'est vrai, mais cette base est stratégique. Mayotte va interagir avec ce qui se passe, évidemment, à Djibouti. Et Mayotte, c'est quoi? C'est pareil, vous vous rendez compte de la fourberie. Moi, je parle de fourberie parce qu'on aime bien utiliser le terme fourberie des Arabes. On inverse un peu et on voit du côté du fourbe ce qu'il en pense. Le fourbe, c'est quoi? C'est l'occidental qui va vous faire croire qu'il y a des lois, qu'il va respecter et qu'il va tendre. Pour la question, par exemple, des Comores, Qamar en arabe, donc les îles, fameuses îles qui formaient une lune, il y a 4 îles. On fait un référendum en 95 pour vérifier l'autodétermination. Le référendum est remporté par les 4 îles, sauf que il y a un coup de vis français, comme d'habitude. On va vérifier individuellement ce que disent chacune des îles. Et il se trouve que, comme par hasard, la base militaire française à Mayotte devient un non au référendum. Donc c'est une stratégie toujours d'utiliser la loi pour la tordre. On l'a vu en Algérie quand ils faisaient leurs 2 collèges. On le voit très bien actuellement en Calédonie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font croire qu'ils font la démocratie. Ils vous mettent une colonie de peuplement. Et aujourd'hui, les Kanaks, non seulement luttent pour leur indépendance, qui leur est confisquée, mais surtout luttent pour leur dignité, ça a été dit par Claudie tout à l'heure, et surtout luttent pour leur culture. Il y a un drapeau kanak qui existe, qui est reconnu. Il y a un parlement kanak qui est connu, reconnu. Parce que ce n'est pas un territoire totalement colonisé, c'est un territoire sous contrôle colonial dont on dit qu'il serait autonome ou semi-autonome. Sauf que ces territoires semi-autonomes, au niveau de l'ONU, ça s'appelle des colonies. Très bien. Je viens vers vous, Monsieur Claudiciard, et justement, on va parler de ces richesses de la Nouvelle-Calédonie qui sont aujourd'hui spoliées. Vous l'avez dit tout à l'heure, Tariq Hafid, la Nouvelle-Calédonie est un pays riche en nickel. Finalement, aujourd'hui, à l'encontre du droit international, comme dans tous les autres territoires non autonomes, qui dispose des richesses du peuple kanaki? C'est l'État colonial, c'est l'État français. Mais encore une fois, je pense qu'à la fois il y a les minerais, il y a les matières premières, il y a la position stratégique justement que joue la Kanaki pour la France. Mais pour moi, il y a quelque chose qui relève du rapport entre êtres humains, c'est-à-dire vous avez une France, un Occident, mais restons sur la France, qui n'est plus cette France hégémonique du XXe siècle. Ce n'est plus la France que tout le monde regarde, vers laquelle tout le monde veut tendre son histoire et tout ce qu'elle a essaimé aux 4 coins du monde. Ça n'intéresse plus autant. Ce pays est en train de perdre, année après année, il dégringole dans le classement des pays les plus industrialisés, ayant le meilleur niveau de vie et tout ce que vous voudrez. Et donc, si vous voulez, vous avez un peuple et des gouvernants qui ne peuvent pas accepter ça. Lorsque on a parlé, je sais plus si c'est Tarek ou Gamal qui parlait de Dien Bien Phu, ou c'est vous-même peut-être qui l'avez évoqué, il y a cette défaite-là est une défaite effroyable pour les Français. Et ils se disent qu'en Algérie, il n'y aura pas de défaite. C'est pour ça qu'ils massacrent à tour de bras et qu'ils torturent à tour de bras. Ils ne veulent plus de défaite coloniale. Et la Kanaki, en 1982, 1983, lorsque ça a été extrêmement chaud, lorsque le 12 janvier 84, ils assassinent Éloi Machoro et d'autres, puis la grotte d'Ouvéa et tout ce que nous avons suivi, ils estiment avoir gagné. Et aujourd'hui, pour éviter de faire la guerre, eh bien, on rappelle que la France est un État démocratique et que le vote va permettre d'apaiser les choses. Lorsque le président parle d'apaisement, j'ai juste envie de répondre au président de la République française, à Emmanuel Macron, j'ai juste envie de lui dire, mais ce n'est pas à l'État colonial de décider pour les victimes de la colonisation. Je veux dire, et c'est ça qu'il faut que les uns et les autres comprennent. Et puis, Tarek a évoqué Mayotte. Mayotte est devenu département français en 2011, et au moment où, d'ailleurs, j'étais délégué interministériel. Et j'avais dit au président d'alors, Nicolas Sarkozy, qu'il ne fallait pas à ses conseillers qu'il ne fallait pas faire de Mayotte le 101e département français. Et donc, je comprends les conseillers, le président disent
mais on a promis aux Mahorais qu'ils seraient français, il faut respecter notre parole. Aujourd'hui, on voit la situation de Mayotte, et moi j'avais dit à des Mahorais, à mes amis, je leur avais dit, vous savez, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion sont des départements français par décret depuis le 19 mars 1946, et nous battons encore aujourd'hui pour une égalité réelle. Alors, bonne chance aux Mahorais. Et juste pour terminer sur la Kanaki, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire, que ne comprend toujours pas l'exécutif français, c'est la décolonisation. Et comme nous sommes au début du XXIe siècle, et comme nous n'allons pas faire ce qui a été fait auparavant, mais on ne détruit pas ce qui a été construit. Il y a une histoire, aussi violente soit-elle, qu'il y ait une histoire de domination, de dominant et de dominé, mais il y a une histoire, il y a un pays, il y a une langue, il y a des cultures partagées. Et donc, je pense que l'on peut réfléchir à un autre mode de décolonisation que souhaitent les Kanaks, que les Caldoches devront accepter, et il ne faut pas que dans cette balance-là, la France y mette le nickel ou d'autres ressources naturelles dont la France, justement, a besoin. Très bien, merci Claude Issiard, mais je pense que la France ne pourra jamais franchir ce pas. À l'oreillette, on me dit qu'il nous reste que 3 minutes, donc, enfin 2 minutes, donc vous avez chacun 1 minute pour un dernier mot. Et Tarek, je vous préviens, cap sur l'Afrique, le dernier mot doit toujours être positif. Alors, il sera très positif. Je pense même que je vais donner une petite exclusivité. Il y aura bientôt un film qui va sortir dans quelques semaines, réalisé depuis quelques temps. Il a beaucoup souffert, mon ami Khaled Barkat, qui est consacré justement aux Algériens qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je pense que vraiment, ça va être un film intéressant. J'espère qu'on va recevoir M. Khaled Barkat sur ce plateau pour justement parler de cette question. Gamel Abina, vous avez également quelques minutes. J'ai envie d'être positif malgré tout. Alors, je pense que Macron, qui peut avoir des défauts par ailleurs, a une qualité, c'est pas un raciste. Il fait partie des rares dirigeants occidentaux qui n'est pas raciste de façon claire. Et s'il prend les choses en main, peut-être qu'il va pouvoir calmer un petit peu la tension, parce qu'on a vu Macron au Mali, il est parti, Burkina il est parti, Niger il est parti. Donc c'est pas un guerrier ni un raciste. Il est probable que peut-être qu'il tende la main et essaie de trouver un modus vivendi pour faire en sorte que ce territoire ne soit pas maltraité comme il est aujourd'hui. Très bien. Monsieur Claude Issiard, vous avez 30 secondes pour un dernier mot et vous aussi, je vous impose d'être positif. Je suis d'accord avec Gamal, il n'est pas raciste, il n'a pas envoyé l'armée française pour rétablir une politique ou un rapport néocolonial. Et Gamal sait, je suis quelqu'un de positif finalement parce que l'humanité est une et indivisible. Et j'ai juste envie de dire que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble, s'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Et je pense qu'un autre monde peut se bâtir et il peut se bâtir aussi entre anciens colonisés. Très bien, merci à mes très chers invités. Très chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Je rappelle que j'étais accompagnée ce soir de mon cher confrère Tarek Hafid, qui m'a rejoint sur ce plateau, mais également de Gamel Abina, qui est observateur des questions internationales, et également journaliste, mais aussi de Claude Issiard, qui lui aussi est journaliste et ancien délégué interministériel. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 23 News, et je vous retrouve très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.